aller dans mon Algérie à moi. Et avant d'évoquer, de vous présenter l'invité qui nous fait l'honneur, le plaisir d'évoquer son Algérie à elle ce matin, on commence par une photo. Je lis École Chazot, 1953, c'est ça? Euh, Bonjour Quel est le Samy. lien que vous avez avec cette photo-là qu'on voit à l'écran partagé? Eh bien, je suis tout à fait ravie de revoir cette photo qui est si lointaine. Euh, C'était elle- hier. C'était hier et ce ne sera pas demain, mais c'est vrai que c'est la première école que j'ai connue en arrivant à Alger, puisque je ne suis pas née à Alger, bien sûr. Je viens d'Espagne et donc à l'époque, j'étais, euh, on s'était installé à Bellecour avec mes parents. Peu après notre arrivée, ça doit correspondre à peu près peut-être un an après notre arrivée à Alger. J'étais à l'école Chazot, qui était l'école Chazot Fontainebleau à Bellecour. Et donc, je me retrouve là, toute petite, toute vilaine. Et Vous êtes où, Rosa? Vous êtes dans... je suis attends que je me retrouve bien que je sais pas, je vais essayer de l'agrandir un peu, mais j'ai peur oui, qu'en je suis agrandissant. deuxième rang, la troisième à droite, Donc celle-ci, celle-ci. Je pense que avec c'est l'écharpe celle-ci, blanche, enfin, avec voilà, cette espèce de tristesse dans le regard et le port de tête. hein, Donc Euh, j'étais à l'école Chazot. J'en parle beaucoup dans mon premier livre, La petite fille sous le platane. Lorsque nous sommes arrivés à Alger avec ma mère et ma sœur, mon père nous attendait et nous a accueillis dans une chambre. On aurait pu dire à l'époque que c'était comme un Airbnb dans un appartement. Et nous étions donc, on s'est retrouvés tous les quatre, mon père, ma mère, ma sœur et moi, dans cette petite chambre qui était dans un immeuble du champ de manœuvre. hum, Et donc, j'en parle donc dans ce premier livre, je hum. décris cette espèce de rupture avec le soleil de mon enfance pour arriver dans un lieu très sombre, très noir, très petit, très fermé. Et les premiers mois, je suis allée dans une école, je pense que c'était une institution religieuse qui s'appelait Sainte-Bonaventure, je ne me souviens plus exactement, je suis juste allée quelques mois, où effectivement j'étais sous un arbre et j'attendais que les bananes poussent sur ce Parce, platane. parce que sans Donc, trahir trop le livre, sans trahir le contenu de vos deux livres qui appartiennent en fait à une saga, bon, vous avez déjà commis les deux volets, Platano en espagnol, moi je l'ai appris, c'est pas du tout platane en fait, c'est platano, ça veut dire banane, c'est ça. mes parents étaient très pris par leur activité professionnelle. Ils travaillaient énormément, ils travaillaient 12 heures par jour. Moi, j'étais à l'époque, en plus, en 61, j'étais à l'école normale. Et donc, j'étais pensionnaire, j'étais enfermée, on va dire, enfermée de manière tout à fait d'un point de vue, je veux dire, Oui, d'événements. oui. On ne savait absolument pas ce qui se passait à l'extérieur. On n'avait pas de journaux. On était voilà, cloîtrés sur nos études. Donc, cette année 60-61, en tout cas, l'année scolaire 60-61, pour moi, a été tout à fait, entre parenthèses, du fait ma vie de pensionnaire à l'école Mm. normale. La famille est originaire donc d'Espagne, de Polop de Malina, c'est ça? Colombe Euh, de la Marine. Dès la Malina. Et d'ailleurs, on évoquera, si vous voulez, le fait que dans vos recherches depuis, vous avez découvert que quelques ancêtres, certains de vos aïeux connaissaient déjà l'Algérie.
tout à fait. J'ai trouvé quelques photos, d'ailleurs, je ne sais pas si on verra si ce sont des ancêtres ou pas. J'ai trouvé des Cortés. Il y a eu beaucoup d'échanges entre l'Algérie et l'Espagne depuis des siècles. Hein. Je veux dire que ça n'a pas commencé au 19e ou au 20e siècle. Depuis des siècles, les échanges étaient assez intenses. Et les incursions des pirates algériens sur les rives espagnoles du Levant aussi étaient très importantes. Donc des échanges ou des échauffourées ou des reconnaissances ont toujours existé. Et c'est vrai que quand les mers ont été pacifiées après la conquête de l'Algérie, il y a eu à ce moment-là une vraie émigration qui va commencer, émigration politique et émigration économique, puisque en Espagne, les Espagnols, voilà, ont le sang chaud, ils sont tout le temps en train de faire des guerres. Quand c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Donc les guerres civiles, les guerres carlistes, bon. Donc, beaucoup de gens partaient vers l'Algérie, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons purement économiques, puisque il y avait en Espagne, bon, sur la côte du Levant, d'où je viens, il y avait effectivement on va dire, une sorte de tradition de partage d'héritage qui faisait que les terres qui étaient possédées étaient divisées par le nombre d'enfants. Et donc, d'une génération à l'autre, les terres étaient de plus en plus petites, de plus en plus petites. Et finalement, les gens se retrouvaient avec des lopins qui ne leur permettaient pas de vivre. Et ça, c'est donc pour une raison économique, on va dire, d'origine juridique. Et puis, d'un autre côté, il y a eu le phylloxéra, des maladies qui ont envahi ces terres et qui ont laissé les gens complètement démunis face à des récoltes inexistantes et qui les ont obligés à s'endetter et qui les ont obligés à partir chercher de quoi vivre ailleurs. Et ils sont partis, beaucoup sont partis vers Alger ou Oran. De mon côté, c'est vrai que c'était des raisons politiques bien après, c'était au XXe siècle, c'était plus au XIXe avec les carlistes, mais au XXe avec le franquisme. Et nous aussi, on est partis pour des raisons politiques quand on est parti. Mais auparavant, étonnamment, j'ai découvert que j'avais mon grand-père paternel qui était parti en Algérie, qui est mon grand-père paternel qui était un explorateur aventurier qui a fait le tour du monde et qui a débarqué à Alger, qui n'était pas très loin de chez nous. Donc là, c'était pas mal. Il s'est installé, c'était un bâtisseur, c'était un constructeur, comme on dit à l'époque. Et donc, il est parti dans fin 19e, s'installer à Alger. Et il s'y trouvait très bien, il travaillait beaucoup. Il a envoyé des courriers d'ailleurs que j'ai retrouvés un peu sauvés de la poussière et dans les greniers, où il disait que c'était formidable, comment le pays était dans un dynamisme de construction, c'est ce qui l'intéressait lui, extraordinaire, et que vraiment, il fallait absolument y aller et le découvrir. Bon, il s'est marié avec une belle femme qui était ma grand-mère et il l'a fait venir à Alger vivre avec lui et ils ont eu par hasard évidemment leur premier enfant à Alger qui était mon oncle l'aîné de mes oncles qui s'appelait Miguel, qui s'appelait Michel. Donc ce fameux Michel est né à Alger, était donc pied noir, comme on dit, et j'ai découvert ça, mais j'ai découvert ça en écrivant mon livre. C'est extraordinaire. Je ne me suis jamais posé la question pourquoi est-ce que cet oncle vivait à Alger et pourquoi est-ce que c'est cet oncle qui avait aidé mon père à partir vers Alger. C'est incroyable, les choses se dévoilent au fur et à mesure d'intérêt qu'on y porte. Donc, cette histoire d'immigration que vous racontez, entre autres, de manière très précise j'allais dire la douleur de l'anisette, c'est marrant, hein, le lapsus révélateur. La douceur de l'anisette, c'est effectivement
votre papa part dans un premier temps en Algérie et il est simplement logique que vous le rejoigniez, que la famille le rejoigne. Je raconte dans le premier livre sur la petite fille, je raconte l'histoire de ce départ. Donc, je raconte la partie espagnole et ensuite la partie du départ. Comment mon père est amené à partir vers Alger, puisqu'il était sorti, je pense, dans les années 43 des prisons, d'une prison particulièrement à Alicante, qui était le Castel de Santa Barbara, le château de Santa Barbara. Enfin, je le raconte dans le truc. Donc, mon père est sorti de manière absolument inespérée et miraculeuse de cette prison, et très, très, très malade. Et il a été soigné, il a été ressuscité, entre guillemets. Et ensuite, eh ben, il fallait travailler. Ça a été très, très compliqué pour lui de pouvoir travailler en Espagne. Donc, il s'est résolu. Non, il a accepté parce que ma mère, par un stratagème, a fait en sorte que cet oncle que nous avions à Alger l'invite. Et donc, il s'est retrouvé à Alger de manière tout à fait imprévue. Et une fois installés sur place, que font tous les immigrés, ils partent et ensuite la famille les rejoint. Une fois qu'ils ont la possibilité d'accueillir la famille. Donc nous avons rejoint, moi j'ai rejoint donc mon père. Mon père a dû partir dans les années 50-51 et nous, on l'a rejoint en 52 par là. Et c'est vrai que cette arrivée à Alger, bon, j'étais toute petite, est-ce aussi pour cette raison que je ne m'intéressais absolument pas aux tenants et aboutissants de ce départ et que moi, je ne faisais que subir une transplantation d'un lieu vers un autre. C'est aussi pour ça peut-être que j'ai fait un vide dans mon esprit concernant cette époque et puis les personnes impliquées aussi dans cet événement. Parce que j'avais beaucoup souffert de cette rupture avec l'Espagne et avec mon village. On dit toujours le regroupement familial. Non, le regroupement familial, c'est pas bien. C'est pas toujours bien, c'est faux. Donc, quand les enfants sont petits et qu'on les arrache, on dit toujours il ne faut jamais arracher les vieilles personnes d'un lieu de vie parce que c'est comme déraciner un vieux chêne, il va mourir. Donc, je dis la même chose pour les enfants qui sont petits. Les enfants comme moi qui étions habitués à vivre dans un cadre douillet d'amour, de confiance, un cadre bien précis, je veux dire, géographiquement parlant, et qu'on arrache, qui sont tout petits, qui n'ont pas la faculté de réfléchir, de penser, d'analyser, on les arrache à ce cadre de confiance et de vie, on les transplante généralement dans un autre qui ne ressemble en rien à celui qu'ils connaissaient. Et pour moi, ça a été un traumatisme énorme. À l'époque, personne ne s'en doutait. Moi, je passais mon temps à pleurer. Personne ne savait pourquoi je pleurais. Ma mère disait, ma fille est folle. Et donc, elle me donnait une fessée pour avoir la raison, le motif objectif de mes pleurs. Mais je pense que je faisais une dépression. Et je pense que j'étais très malheureuse. Mais bon, ben, la famille suivait le père. J'étais ravie d'être avec mon père parce que j'adorais mon père. Mais je pense que au fond de moi-même, ça a été une rupture tellement forte, tellement brutale, à laquelle rien ne me préparait. Puisque de toute façon, une gamine, qu'est-ce qu'on va lui expliquer, hein, une petite fille? On ne lui demande pas son avis déjà, de toute façon. Même pas. Bon. Donc, je pense que ça a créé un vrai traumatisme dans mon enfance et peut-être effectivement, si je faisais une analyse, on trouverait certains de mes problèmes qui venaient de cette époque-là. Donc, quand on dit regroupement familial, oui, peut-être pour les adultes, encore que ma mère ait beaucoup souffert aussi de cet arrachement à son village. Donc,
Je ne sais pas. Le regroupement familial et tout ce qui est positif autour de ça, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, je ne le considère pas comme positif. Et il ne peut devenir positif que bien des années plus tard, quand la famille s'intègre, quand la langue est enfin acquise, est dominée, quand les relations avec l'extérieur peuvent se faire de manière apaisée et fluide, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de souffrance pour toute la famille. Donc, ces années de souffrance peuvent-elles être évitées si la famille aussi est séparée? Enfin, à mon sens, c'est un grave problème. Oui, vous évoquiez effectivement dans les difficultés la barrière de la langue. Oui, Vous avez, la langue. oui, avec la langue. Oui. C'est, Le pays, oui, vous oui, partez, vous quittez la langue, le Pologne pour... pays, la topographie, nous, on venait d'un petit village. Bon, souvent, les gens viennent de petits villages. Hein. Bon, maintenant, c'est des émigrations un peu particulières. Mais à l'époque, les gens qui partaient d'Espagne vers Alger ou vers l'Algérie venaient de petits villages côtiers et y allaient pour, comme on l'a dit, pour des raisons politiques ou économiques, souvent pour des raisons économiques. Donc, c'est vrai qu'on quittait un petit village, on quittait une langue, on quittait une société, on quittait une culture, on quittait des traditions pour arriver dans une mégapole, dans une capitale, parce que Oran ou Alger, c'était quand même, pour un tout petit village de 500 habitants, c'était quand même, quelque part, on tombait en arrêt, on ne savait pas où on était sur un autre monde, sur une autre planète. On quittait une langue, on se retrouvait avec des sons inconnus, on ne savait pas ce qu'on nous disait, on ne savait pas comment s'exprimer, on ne savait pas comment demander. C'était encore une autre planète. On arrivait dans une société qui n'avait rien à voir avec la nôtre. Nous, chez nous, les portes étaient ouvertes. On vivait dans des petites maisons individuelles. Où les portes restaient ouvertes et que tout le village pouvait rentrer, sortir, s'intéresser. Moi, je passais mon temps dans la rue chez la voisine. Bon, et tout le monde, voilà, la circulation des enfants et des adultes était très, très fluide. Tout était ouvert et tout était accessible. On arrive dans une capitale où non seulement il n'y a plus de maisons individuelles, ce sont des immeubles avec des sortes de cellules de prison fermées à double tour, auxquels on ne peut pas accéder, dans des couloirs, on ne sait pas où on va. Donc, c'était vraiment cette sensation d'enfermement et de prison par rapport à la liberté dont on pouvait jouir dans ce petit village espagnol qui s'appelait Polop. Donc, la langue, la topographie, complètement différente. La société aussi, on découvrait une société qui n'avait pas du tout le même rythme de vie que chez nous. Les gens travaillaient, partaient le matin, rentraient le soir. Bon, nous, chez nous, c'était plutôt des horaires, on va dire, de vie agricole, où les gens partaient très, très tôt, travaillaient 4 heures du matin, ils allaient vers les champs pour ne pas avoir le soleil qui tapait dessus, et qui, à 9 heures du matin, avaient fait pratiquement leur journée et rentraient chez eux. Donc, je veux dire, c'était un rythme de vie aussi qui était complètement différent. Il y avait donc cette ville, cette topographie, cette géographie, cette langue, cette société, et on découvrait aussi une nouvelle société dans la nouvelle société qui était effectivement les femmes indigènes voilées, qui était quelque chose d'assez extraordinaire. Et je raconte comment ma maman avait retrouvé une Espagnole voilée avec le haïk magnifique des Algériennes qui avait épousé un Algérien, un très bel homme, je comprends qu'elle l'ait épousé d'ailleurs. Et donc, on était sidérés de voir tout à coup comment, avec des tout à coup, on l'a retrouvée déguisée comme ça. C'était pour nous quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce qui lui était arrivé? Bon, donc on allait d'étonnement en étonnement, de surprise en surprise, dans ce nouvel univers, sur cette nouvelle planète. Et moi, particulièrement, comme j'étais
toute petite parce que j'avais une sœur, mais qui est bien plus âgée que moi. Donc, on n'avait pas du tout le même parcours ni le même ressenti. Je m'en suis d'ailleurs jamais occupée, puisqu'on n'avait pas tellement de communication, ma sœur et moi. Elle, c'était la grande, et puis moi, toute petite. Et c'est vrai que la manière de s'intégrer dans cette société, c'était avant toute chose la langue. La langue était la colonne vertébrale qui nous permettait de marcher et d'avancer. On était paralysé si on ne connaissait pas la langue. Je raconte comment ma mère, pour acheter un produit de base, comme le beurre, n'arrivait pas à se faire comprendre et ne pouvait pas le dire. Enfin, c'était une horreur. Donc, la langue était la colonne vertébrale de cette intégration. Et pour ça, il faut beaucoup de temps pour la posséder. Moi, j'avais la chance de pouvoir aller à l'école, mais à l'école, la langue ne nous tombe pas comme ça dessus, comme la parole divine, comme ça, qui nous envahit et nous illumine. La langue, c'était quelque chose qu'il fallait apprendre, travailler. Moi, je n'étais pas habituée à travailler. Je n'étais pas habituée à la discipline de l'école. Moi, j'allais à l'école, j'étais toute petite, à Polop, je rentrais dans l'école, je sortais, je montais chez moi, je redescendais. L'école était à 20 mètres de chez moi. Je quittais la salle de classe, on était les petites, donc on faisait ce qu'on voulait. Je n'étais pas habituée à la discipline. Pour moi, ça a été un choc de découvrir la discipline, de découvrir autour de moi des gamines qui s'exprimaient. Moi, je ne savais pas très bien ce qu'elles racontaient. Donc, c'est là que j'ai commencé à adopter un mode de vie scolaire tout à fait particulier qui s'appelait l'absentéisme, de manière très chic, mais c'était l'école buissonnière. Voilà, c'est ma nouvelle école, c'était l'école buissonnière. Donc, j'avais décidé qu'à côté de cette école officielle qui m'enfermait dans des conditions atroces, eh ben moi, j'allais créer mon école qui était l'école buissonnière. Je découvrais la ville toute seule. Mais bon, il pourrait pu m'arriver mille et une choses désagréables ou fatales. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance. Oui. Mais c'était affreux. Et c'est vrai qu'on voyage... L'école a été affreuse au départ. Oui, vous êtes bien rattrapé après coup. Et c'est vrai qu'au travers, entre autres, de votre livre La douceur de la Lisette, on voyage, on traverse Alger au gré de vos pérégrinations. Et ce n'est pas désagréable de se retrouver, effectivement. Et l'Algérie, c'est aussi, dans ce cheminement, c'est pour votre papa, entre autres, comme pour beaucoup de familles espagnoles, mais pour votre papa, typiquement, l'ascension sociale, à laquelle il n'aurait sans doute jamais accédé s'il était resté, sans doute, en Espagne. De toute façon, il n'est pas resté parce qu'il ne pouvait pas travailler. Mon père fait partie d'une famille à l'époque, mon grand-père, c'est la tradition familiale, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ça remonte à des générations, étaient ce qu'on appelle des bâtisseurs. C'était le constructeur de la région où il vivait. C'était une famille très connue de constructeurs. Et à cette époque-là, au 19e, ces constructeurs-là étaient des architectes et des maçons en même temps. Ils dessinaient, modifiaient, bâtissaient des maisons dont ils avaient l'entière responsabilité. Donc, mon grand-père a construit des ponts, par exemple, entre Polop et l'Alphas, à Polop, il y a un pont qui a été construit par mon grand-père. Je veux dire que c'était une famille de bâtisseurs et de constructeurs très connus qui avaient du travail. Et c'est parce qu'elle avait cette renommée, je pense, et que mon grand-père avait cette certitude de ses capacités et de son savoir-faire qu'il s'est aventuré à faire le tour du monde en disant de toute façon, je ne risque rien. Et il a élevé ses fils, en tout cas 2 de ses fils, ont été élevés cette tradition de mon père. Donc, mon père avait hérité du savoir-faire de son père, de son grand-père, etc. Et quand il est parti à Alger, mon père avait un savoir-faire très, très fort.
Et c'est vrai qu'il n'aurait pas pu le mettre. Si les choses, politiquement parlant, avaient été différentes en Espagne, il aurait pu le faire en Espagne sans aucun problème. Il n'aurait eu aucun problème pour se développer. Malheureusement, les choses ayant été ce qu'elles étaient, il est parti à Alger. Mais mon père, quand il est arrivé à Alger, avait un très grand savoir-faire. Sauf que il n'avait pas la langue, il n'avait pas les Le moyens réseau. ni matériels ni humains de se mettre en valeur. Donc, ça ne l'a pas freiné du tout. En plus, avec une mère comme la mienne, qui était une femme très volontariste et qui très douce et très tendre et tout ce qu'on veut, mais qui avait une volonté de faire et qui savait exactement par où elle devait mener son cheptel, j'allais dire, son troupeau, eh bien, elle a encadré mon père, poussé mon père. Il ne peut pas exercer son travail au niveau qui est le sien, qu'à cela ne tienne. Il va travailler, il va commencer par la base. Donc, il sera toujours temps, en commençant ainsi, de faire valoir ses compétences. Donc, mon père a commencé à la base comme un manœuvre. Il était manœuvre. Il a commencé comme manœuvre à porter, je présume, porter des sacs et aider les gens en place, les compétents en place, les maçons en place, à construire. Et puis de lui-même, il a montré peu à peu son savoir-faire. Ça a pris très peu de temps parce que il était vraiment très compétent. Donc en l'espace de, pourrais-je dire, peut-être en l'espace de 4 ans, mon père a montré ce qu'il savait faire et dans l'entreprise où il avait été recruté, a passé tous les stades pour arriver au stade, on va dire, suprême. Il travaillait dans une entreprise de construction, évidemment. Et donc, il est arrivé à ce stade suprême de responsabilité. Donc, c'est vrai que c'est pas un self-made, comme on dirait aujourd'hui, self-made. Non, il avait des compétences derrière qui lui ont permis cette progression et cette avancée sociale. Mais c'est vrai aussi qu'il a trouvé autour de lui le terreau. Il y avait du boulot. Il y avait du boulot, il y avait beaucoup de travail. Il y avait le marché de la construction était en plein essor. Et donc, je veux dire qu'automatiquement, à partir du moment où il a pris de l'assurance, alors mon père, il parlait un français. Moi, je trouvais ça un français très bizarre, où il y avait du français, de l'espagnol, quelques mots d'arabe, mais il se faisait très bien comprendre. Il a fait venir en plus des équipes d'Espagne qui travaillaient avec lui, plus une équipe d'Algériens qui travaillaient. Et c'est comme ça, je veux dire, les gens reconnaissant son travail, parce qu'il faut reconnaître le travail qui est bien fait. Mais encore faut-il que le travail soit bien fait. Donc, l'ont incité à s'installer à son compte et à créer sa propre entreprise. Et il l'a fait, effectivement, mais très encouragé, parce que mon père, ce n'était pas mon grand-père, hein, ce n'était pas l'aventurier qui part comme ça, allez, hop, je vais casser les barrières. Non, non, mon père était très, très respectueux de l'ordre. Donc, on l'a poussé, on l'a encouragé, il s'est lancé, il a créé sa propre entreprise, euh, même pas 10 ans après être arrivé à Alger. Et c'était une réussite. Moi, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'est vrai que c'était une réussite professionnelle et cette réussite professionnelle était méritée. Rien ne lui a été donné et il a mérité l'ascension dont il a bénéficié. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est vrai aussi que moi, j'étais là bien plus tard, même si j'étais une adolescente. Je maîtrisais alors la langue et ça l'a beaucoup aidé quand il avait des papiers. Eh bien, c'est sa fille adolescente qui l'aidait avec son âge à remplir ses papiers ou à lui traduire ses papiers, etc. La notion donc, c'est pas ça. Oui, oui. Si vous m'autorisez aussi, il y a une notion que vous découvrez en Algérie, c'est cette notion de communautarisme. Oui, tout à fait. À l'époque, je ne savais pas que c'était du communautarisme. Maintenant, je peux rendre compte, puisque nous vivons ça, même ici. Et là, dernièrement, nous avons eu un gros scandale de
communautarisme sur lequel je ne reviendrai pas. Mm. Mais c'est vrai qu'en Algérie, non, on vivait, nous qui étions espagnols, qui parlions mal la langue, qui n'avions pas d'amis, à part cet oncle et sa famille, mais à part ça, et l'ami de ma mère algérienne. Et donc, on ne connaissait pas de monde. Les seules personnes que nous allons connaître sont des Espagnols. Et ces Espagnols eux-mêmes immigraient pour travailler. Donc beaucoup, puisque comme vous connaissez, la chaîne s'installe quand quelqu'un arrive dans un pays, il fait venir les amis, la famille, les voisins, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, en tout cas dans une société comme la nôtre, qui est une société un peu comme la société, on va dire arabo-musulmane, très accueillante, très intégrante. Donc tout le monde est le bienvenu. Quand il fait partie du clan, vous pouvez venir, la maison vous est ouverte. Donc, mes parents ont fait venir des gens de notre village ou du village de mes grands-parents paternels. Et ces gens-là qui sont venus travailler aussi. Souvent, c'était des femmes qui venaient, qui laissaient mari et enfants au village et qui venaient seules, comme on dit, se placer. Donc, elles étaient soit nourrices quand elles avaient, mais c'est vraiment, moi ça m'avait pensé par la suite aux nourrices bretonnes, quand elles avaient du lait, elles étaient nourrices pour les bébés, et où elles étaient femmes de ménage, où elles étaient cuisinières en fonction de leurs compétences. Mais elles étaient dans les services rendus aux familles, on va dire. Et c'est vrai que toutes ces femmes qui venaient de notre village ou des villages alentours travaillaient toute la semaine. Parfois, travailler était, comme on dit, bonne à tout faire du matin au soir. Donc, elles vivaient chez le patron et elles n'avaient de libre que leur week-end. Et donc, ces fins de semaine où elles étaient enfin libres, et encore, cette fin de semaine, c'était le dimanche. C'était pas le samedi, on commençait pas le week-end le vendredi. J'allais relever la subtilité, effectivement. C'était voilà. un jour de repos Donc, c'était partiel. une fin de semaine très réduite au dimanche. Ces femmes qui étaient enfin libres et de disposer de leur temps comme elles le voulaient, on se réunissait avec leurs amis, avec leurs parents, quand elles en avaient, le dimanche, à la manière espagnole. Alors souvent, moi je me souviens, la rue Adolphe Blasel où nous étions, j'étais encore petite, avant qu'on ne déménage au Télémini, on se retrouvait devant l'immeuble. À côté, il y avait une boulangerie-pâtisserie qui était tenue par des gens justement originaires de notre village. Et donc, on occupait avec des chaises le devant de l'immeuble. Tout le monde s'asseyait là, comme on faisait dans le village. Le village, les réunions se faisaient à l'extérieur. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, il ne faut pas oublier. Hein. Donc, les gens n'étaient pas enfermés autour de cette télévision comme référence. Pas du tout. La référence, c'était la rue, c'était le ciel, c'était la fraîcheur du soir, c'était la parlotte, les parlottes, c'était les... Bon, alors, la gazette orale de la semaine, t'as fait quoi? J'ai fait ceci, et voilà. Et donc, mais j'ai eu telle nouvelle, et donc on se tenait au courant des nouvelles et d'Espagne et de la vie de chacun. On se rendait absolument pas compte qu'on vivait, comme on dit, de manière communautaire. On ne vivait qu'entre Espagnols les fins de semaine, le dimanche qui était le jour de repos et du Seigneur et des âmes terrestres. Donc c'était quelque chose de naturel pour nous, puisqu'on retrouvait notre langue sans aucune barrière, sans aucun impedimento. On était là, heureux de pouvoir parler cette langue. En plus, nous, on parlait valencien, donc qui était autre chose encore que le castillan. Et donc, on pouvait sortir ensemble, on pouvait faire des sorties dominicales en famille et entre amis. C'était le bonheur. D'une semaine de contraintes, on se retrouvait à une journée de plaisir et de liberté. Mais comment ne pouvait-on pas vivre en communauté? Mais par contre, le reste de la semaine, la communauté n'existait pas. Mais alors, pas du tout. Tout le monde était éclaté et vivait dans sa bulle de travail, de quartier,
et n'avait rien à voir. On ne se contactait absolument pas. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone non plus, hein. Donc, on ne se contactait absolument pas en semaine. On était coupés en semaine totalement et unis le dimanche. Donc, c'était un communautarisme qui était très particulier. Ce n'était pas le communautarisme de vie dans des quartiers, dans des immeubles, pas du tout. Dans l'immeuble où on vivait, je crois qu'il y avait une famille d'origine espagnole. Le reste, c'était des pieds noirs. On ne savait pas s'ils venaient du nord, du sud de la France, mais ce n'était pas du tout des Espagnols, quoi. C'est important. Voilà. Dans ce que vous transmettez dans vos livres, je crois que le troisième volet de la saga est en cours, c'est ça? Cette histoire, c'est l'important, c'est la transmission, l'histoire, l'importance de transmettre ce vécu aux jeunes générations pour montrer aussi que l'Algérie était une terre d'accueil. Oh, mais l'Algérie était une terre d'accueil à l'époque formidable. Bah, après le cauchemar de mon arrivée, c'est un pays c'est une ville, puisque moi je ne connaissais pas le pays, je connaissais Alger, c'est une ville que j'ai adorée, dont je suis tombée follement amoureuse. Et c'est vrai que quand j'étais petite, ma folie amoureuse tournait autour de Polop. Et puis après, j'ai vu grand. Et je suis tombée follement amoureuse d'Alger. J'ai changé un peu la dimension de mon amour. Mais c'est vrai que c'était une terre d'accueil parce que tous les gens qui venaient, c'était une terre en construction. Le pays se construisait, la ville se construisait. Et donc, à l'intérieur, moi, je ne connaissais pas à l'intérieur, mais je pense qu'il y avait du travail aussi pour le personnel agricole, enfin, qui avait des compétences agricoles. Je crois qu'on faisait venir des gens lors des récoltes, les saisonniers venaient d'Espagne aussi. Mais en ville, pour les gens qui étaient dans la construction, il y avait du travail, ça construisait. Et il y avait énormément de projets. C'est vrai que c'était une terre d'accueil, mais je mets un bémol à cette terre d'accueil, parce qu'on a toujours l'impression qu'on rentrait en Algérie comme dans du beurre, pas du tout. Moi, je me souviens, mais ça, je l'ai appris aussi bien après. Mes parents n'ont pu aller à Alger parce que cet oncle, ce frère aîné de mon père, était né à Alger, était français, et vivait à Alger. En plus, lui, il avait fait le tour du monde en tant que marin. Il avait trouvé son port d'attache et d'amour à Alger, donc vivait à Alger. Et c'est grâce à lui que mon père a pu y aller et ensuite nous faire venir. Parce que pour aller à Alger à l'époque, il fallait avoir du travail, c'est-à-dire, comme on dit, une promesse de travail. On ne rentrait pas si on n'avait pas un papier écrit disant que vous alliez être embauché par telle personne. Il fallait avoir de l'argent. Vous ne pouviez pas rentrer à Alger, c'est comme il y a quelques années, je crois que les étudiants qui rentraient en France devaient justifier d'un certain revenu à la banque, ou j'en sais rien, il me semble avoir entendu ça il y a quelques années. Et il fallait avoir un domicile. Si vous n'aviez ni domicile, en tout cas pour les Espagnols, hein, je ne sais pas pour les autres nationalités, mais pour mon père, c'était ainsi. Il fallait qu'il ait quelqu'un qui l'accueille, qui lui donne du travail et qu'il ait de l'argent. Donc, évidemment, il avait réuni les trois conditions qui lui ont permis d'entrer à Alger, de s'installer, puisqu'il était chez son frère, et de travailler, puisque on lui a trouvé du travail immédiatement, quoi. Donc, l'arrivée à Alger n'était pas cette terre promise, cette terre merveilleuse qui était l'Algérie, elle l'était une fois qu'on était dedans. Mais il fallait entrer, en tout cas à cette époque-là, dans les années 50, je parle bien dans les années 50. Auparavant, je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais à cette époque-là, il y avait quand même des contraintes administratives qui étaient fermes. Alors, est-ce qu'il voulait ralentir justement l'immigration vers ces terres? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi était due cette politique d'encadrement, on va dire, administratif très ferme des immigrés. Mais en tout cas, il est important dans ce que vous écrivez de transmettre l'histoire, parce que l'Algérie qu'on voit depuis, malgré le Hirak, comme une terre de départ, une terre d'exil, et a été une terre d'accueil. Je pense que c'est important de le rappeler. Et je ne sais pas si vous avez pu en discuter avec vos parents avant qu'ils ne décèdent.
Est-ce que vous savez si vos parents étaient venus en disant on s'installe en Algérie et ce sera désormais notre pays, notre mère patrie ou notre deuxième pays, ou vous s'était dit à l'inverse, on part pour quelque temps, histoire peut-être de faire fortune et on reviendra en Espagne. Est-ce que cette notion de terre d'exil, elle était acquise pour eux ou ils venaient en Algérie avec la perspective sans doute un jour de ce retour en terre natale? En terre natale, oui, nous Ouais. sommes des traîtres. Mais c'est vrai que c'était très, très ambivalent, on va dire des choses comme ça, et très ambigu aussi, Mm. parce que quand mon père est parti, il est parti donc pour des raisons politiques et en même temps économiques, puisque les deux étaient complètement soudés. Et il est parti donc rejoindre cet oncle. Et c'était pour nous, comme, après quand on l'a rejoint, comme une nouvelle terre sur laquelle nous allions nous installer. C'était une nouvelle maison que nous allions bâtir sur cette terre. Donc c'est vrai que quelque part, Alger était devenu pour nous notre havre de vie. Mm. C'était ainsi que à la maison, on parlait de cette terre bénie, parce que c'était ma mère adorait cette terre. On parlait toujours avec ma soeur, tout ça. Oh là là, c'est formidable, mais c'était une terre bénie et qui nous nourrissait, qui nous réchauffait, parce qu'on avait le même climat qu'à Polop, qui nous donnait de la joie et de l'espoir. Donc, c'était notre terre de vie. Quand mes parents sont partis à Alger, je pense que pour eux, c'était leur terre de vie. D'autant plus, je pense cela, que mon père a créé son entreprise. Si ça avait été une terre de passage, Mm. quand mes parents ont gagné assez d'argent pour payer leurs dettes en Espagne et retourner en Espagne, Ils ne l'ont pas fait. ils auraient pu le faire. Mm. Ils ne l'ont pas fait. Par contre, ce qui était très comme ça, dans cette attitude où je suis sur une terre que je me choisis de vie, tous les étés, nous partions en Espagne. Mm. Alors, c'est vrai qu'au début, on partait en Espagne parce que mes parents avaient des dettes qu'ils remboursaient, mais la maison dans laquelle on vivait avait beaucoup de choses à refaire. Et donc, l'été, quand on partait en Espagne, mon père refaisait arranger la maison. Donc, il y avait au départ on va dire, ces excuses ou ces justificatifs de départ vers l'Espagne. Mais après, quand tout était payé, tout était arrangé, tout était magnifique, on continuait à aller tous les étés en Espagne retrouver. Bon, il est vrai que mes parents avaient leur famille là-bas Mm. aussi. Mm. Donc c'est vrai que il y a en Espagne quand même des liens très très forts dans la famille. On n'abandonne pas sa famille, on n'abandonne pas ses frères, ses sœurs, ses parents, tout ça, ça n'existe pas. On est très attaché aux liens familiaux. Elle va expliquer aussi pourquoi on est parti. Mais on partait. Moi, j'avais des amis que je retrouvais tous les étés dans mon petit village. Mm. Alors après, j'étais devenue un peu l'étrangère dans son village, quoi. Elle vient vers nous. J'étais plus considérée comme faisant partie de ce village. Et c'était très sensible. Donc, je pense que les immigrés qui vivent à l'étranger et rentrent chez eux en vacances ou de temps à autre pour des fêtes, je ne sais pas s'ils ont ce sentiment d'être à la marge de cette société dans laquelle ils retournent. Mm. Mm. Mais nous, moi, je n'avais pas conscience, je n'analysais pas les choses à l'époque, mais après, quand j'ai analysé, je voyais effectivement que, ah ben tiens, voilà, c'est la française, puisque on venait d'Alger, donc on était, moi j'étais la française pour mes petites camarades espagnoles, hein, et pour mes petites camarades françaises d'Alger, j'étais l'espagnole. Donc c'est vrai que j'étais toujours quelque chose pour quelqu'un, mais jamais la même, quoi. C'était un Mm. peu Mm. déstabilisant. Mm. Rosa, vous avez vécu une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans en Algérie. Vous avez assisté à certains événements. L'Algérie dans laquelle vous arrivez début des années 50 va vivre des moments difficiles. Vous en avez conscience assez rapidement ou pas? Non,
j'en ai pas conscience du tout. Et d'ailleurs, nous n'avions pas seulement moi, mais mes parents non plus, puisque nous quittons, je crois que c'est en 56-57, puisque ma soeur se marie en 57, Mm. et donc fin 56, début 57, on déménage de Bellecour pour s'installer au Télémni. Alors qu'il y avait déjà eu en 54 la grande déclaration, nanana. Donc on était dans une période pas anormale par rapport à celle qu'on avait connue en 52. Donc c'est vrai que nous, on était dans notre cocon, notre bulle familiale, dans notre travail, euh, dans nos ambitions, on va dire. Euh, dans notre cellule, le reste nous importait peu. Mon père ayant pas mal souffert de sa situation d'homme politique quand il était jeune, considérait qu'il n'avait pas à se mêler de ce qui ne le regardait pas, qui étaient les événements d'Algérie. On n'était pas pieds noirs, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Il y avait des événements, bon, il y avait une déclaration de guerre d'indépendance, mais cette déclaration de guerre d'indépendance ne s'est matérialisée, entre guillemets, que lorsqu'il y a eu des attentats à Alger, Vous avez lorsqu'il y a eu vécu. des bombes Mm. que nous avons effectivement vécues. Mais c'est extraordinaire, comme je ne sais plus qui disait, on s'habitue à l'horreur comme on s'habitue au soleil. C'est vrai que les bombes, il y avait des bombes qui avaient été déposées au casino de Fort-de-L'Eau, il y avait des bombes qui étaient déposées dans les arrêts de bus, Mm. il y avait des bombes qui ont été déposées dans des cafétérias, Mm. à la Dans cafette, un le bar, multibar, oui. etc. Mm. Bon, Mm. tout ça, c'était en 57. C'était au moment où nous-mêmes, on avait déménagé dans un quartier paisible, dit paisible, le Télémni. Et on entendait, bien sûr, on savait que ça existait, puisque mon père était, autant chez nous, on ne lisait pas le journal, mais on écoutait la radio. Donc, la radio parlait de ces événements. Puis en plus, à l'époque, en 57, en arrivant au Télémni, c'était drôlement bourgeoisé. Et donc, non seulement on avait la radio, on avait la télévision. Donc, on avait le summum du summum du luxe de l'information avec la télévision. Et on voyait un peu tous ces événements qui évoluaient, se rapprochaient de plus en plus du cœur, du centre de la capitale, mais on n'était absolument pas conscient de la gravité de... C'était des événements, ça continuait à être des événements. On n'était pas touchés. Notre vie là-bas allait se poursuivre normalement. Mes parents ayant, mon père travaillant avec une équipe d'ouvriers algériens qu'il adorait, vraiment, donc, on n'avait pas de mauvais rapport avec Mm. la population algérienne, indigène, je veux dire. Donc, pour nous, tout ça était quelque chose d'assez extérieur, d'assez bizarre et d'assez extérieur. Alors oui, quand les événements sont arrivés, quand les pieds noirs ont commencé à descendre, manifester, quand De Gaulle s'est manifesté, là, les choses commençaient à prendre une tournure différente parce que c'était au sommet de l'État que les choses évoluaient. Donc, automatiquement, De Gaulle et sa grande stature rentraient dans la maison, rentraient chez nous. Et on entendait ces discours. Mais comme le discours de Gaulle à l'époque était l'Algérie est française, de Tamanrasset à je ne sais pas De où, l'île à Tamanrasset, oui. Mm. je sais pas exactement la phrase, et que bon, il avait un discours de continuité de politique et de territoire français à l'époque. Moi, je l'entendais, on ne peut pas le nier, c'est faux. Les gens qui le nient sont dans le déni absolu. Et donc, bon, pour nous, tout ça était juste des événements, des épisodes tout à fait passagers qui n'entachaient en rien notre projet de vie dans ce pays. Et c'est J'entends vrai, qu'il n'était pas, oui, j'entends pardon, Rosa, qu'il n'était pas question de départ. non, pas du tout. En tout cas, il n'était pas question de départ jusqu'à, on va dire, jusqu'à, on va dire, les accords d'Évian, jusqu'en 62,
il n'a jamais été question départ. Et mon père, à l'époque, bon, on avait toujours notre oncle aîné qui vivait à Alger. Il avait un autre oncle, François, que mon père avait fait venir, qui travaillait avec mon père. Mais ces oncles-là ne parlaient pas du tout de départ. Et ce n'est qu'en 62, quand on va dire l'indépendance de l'Algérie a été actée, que mon oncle a dit nous allons partir. Et nous, le nous, c'était pas seulement lui et sa famille, c'était le nous, toute la famille. C'était le frère aîné et toute la famille allait partir. Et nous sommes partis à la suite de cet oncle. Bon, sauf ma sœur qui était mariée et dont le mari était fonctionnaire français, donc qui attendait que son mari soit muté. Et puis moi qui suis partie, qui suis revenue parce que je refusais, comme on lève, j'allais presque dire mon jouet d'Emma, mon nouvel amour d'Emma et ma nouvelle vie, comme elle m'avait enlevé celle que j'avais quand j'étais petite. Pas deux fois quand même, non, une fois ça suffit. Là, je vais garder ma vie, je suis assez grande pour décider d'où je veux vivre. Et donc, voilà, moi je suis revenue, mais mes parents sont partis. Mais ça s'est décidé en 62, entre mars et juin. Je veux dire, très vite. Moi, je l'ai su peut-être la veille, peut-être quelques semaines avant le départ. Mais bon, d'abord, mes parents ne discutaient devant Oui, moi on va dire que c'était des décision. taiseux. En tout cas, oui, les enfants n'étaient pas concernés par la discussion Pas du des tout, parents. c'était des œufs en plus cachetiers, quoi, parce que on ne parlait pas de certaines choses devant les enfants et particulièrement pas des décisions importantes. Donc moi, j'étais mise devant le fait accompli, mais mes parents l'avaient décidé en conformité avec les oncles. C'était non Au dernier négociable. moment. Hum, hum. Et je me souviens qu'il y avait le défilé à la maison des ouvriers de mon père, algériens, qui disaient mais ne partez pas, mais restez, mais restez, mais restez. Et c'est vrai que nous, on n'a pas connu la violence qui sévissait à Alger. Et cette violence, on en était imprégné malgré nous, on va dire jusqu'au tréfonds de l'âme. Moi, j'ai vécu à Alger au milieu de cette violence comme si de rien n'était. Vous quittez l'Algérie, vous restez en Algérie jusqu'en 76. Je quitte l'Algérie donc en 62, je reviens ensuite à la Oui. rentrée 62, Hum. je repars 63, je reviens fin 63, je repars en 64, je On, reviens en on- 65. Ça a été. oui, on ne trahira pas le livre, entre autres La douceur de l'anisette, où vous évoquez toutes les ruses et les subterfuges que vous utilisez pour rester ou revenir en Algérie. Donc ça, voilà, j'encourage nos internautes à lire. Mais voilà, mais il y a des allers-retours incessants. Et Il y a 67, des qu'est-ce qui se allers-retours et passe? après je m'installe effectivement, on va dire, je n'ai de 66 à 76, je ne quitterai pas l'Algérie pendant 10 ans. Hum. Donc c'est vrai que j'y ai vécu de 52 à 62, 10 ans, et ensuite de 66 à 76, 10 ans. Donc ça fait effectivement cumuler 20 ans. Et entre les deux, les allers-retours incessants pour retrouver la terre ferme, comme on dit. Hum. Donc oui, ces 20 ans ont été 20 ans continus. Mais quand je quitte l'Algérie en 76, je l'ai quitté pour ne plus revenir. Vous êtes retourné en Algérie il y a une quinzaine d'années maintenant, c'est ça? Oui, je suis retournée en Algérie vers Vous voulez que je vous les dise années 2007? Il y avait une occasion particulière? 2007-2008. Je pense que Oui, c'est en 2008 oui. exactement. Invité à un colloque par la famille Boukhobza. Il y avait eu un colloque international autour de Mohamed Boukhobza, Hum. avec qui j'ai travaillé pendant très très longtemps, on va dire pendant les années de mon retour de 66 à 76, j'ai travaillé avec Mohamed, qui était un grand ami et qui a été donc mon patron, entre guillemets, et un ami.
Et donc, quand ils ont fait ce colloque en sa mémoire, parce qu'il faut dire qu'il a été assassiné et voilà, comme Samuel Paty, mais à l'époque, c'était à Alger que ça se passait. Donc, il a été égorgé chez lui devant sa fille en 93. C'était l'horreur absolue. J'ai aussi un autre ami, et lui, espagnol, qui était de mon village, qui était un ami d'enfance, qui s'appelait Vincent Gros, qui a été aussi tué à Alger, non pas égorgé, mais lui tué par balle. Il travaillait dans cette fameuse librairie des Beaux-Arts sur la rue Michelet que tout le monde connaissait. Et donc, c'était lui qui tenait cette librairie après le départ de Madame Lazerge. Il était resté et il adorait l'Algérie comme moi. Sauf que lui, il a dit, moi, je ne pars pas, moi, je reste. Je n'ai rien à cirer. Moi, je reste. C'est mon pays maintenant, c'est mon pays, et je reste là. Donc, les gens voyaient bien un peu l'évolution que prenait la société. Et donc, on l'avait beaucoup encouragé à partir. Et il avait refusé en disant non, moi je reste, c'est mon pays. Et donc, avoir perdu ces deux êtres que j'aimais beaucoup, ça a été un très, très grand choc. Ces années noires, moi, je ne voulais pas en entendre parler parce que quand je suis partie en 76, ces années noires s'annonçaient déjà. Elles étaient déjà dans des ferments très, très virulents dans la société que je voyais autour de moi. Et donc, la rupture en 76, pour moi, a été brutale et définitive. Je ne pensais pas revenir. Mais, bon, invitée à ce colloque, je suis quand même revenue en 2008 pour y participer. J'ai fait d'ailleurs une intervention qu'on peut retrouver sur Al-Watan si ça vous intéresse. Et donc, je suis Depuis 15 ans, repartie. ouais. Voilà, je suis repartie. J'ai des amis qui vivent à Alger toujours. On m'invite souvent, mais non, je ne. Quand j'y suis retournée en 2013, c'est tout à fait étonnant. Je ne me suis pas retrouvée. Je pense que, comme disait Objet inanimé, avez-vous donc une âme? Je pense que les lieux que nous les investissons avec notre âme. Et que si on ne retrouve pas cette part d'âme dans ces lieux, ils nous sont étrangers. Donc, moi, j'avais beaucoup de parts de moi-même dans cette ville. Et cette part de moi-même a disparu parce que qu'est-ce que c'est que cette part de moi-même? C'est des gens que j'avais rencontrés, des gens formidables, des gens extraordinaires, d'autres plus communs, mais tout aussi attachants. Et donc, tous ces gens-là, quand j'y suis retournée, certains continuaient à vivre, mais tout autour de moi, par exemple, je descendais la rue Guido-Chener, tout autour de moi, je ne reconnaissais pas cette population qui m'entourait. C'était une population nouvelle, mais que je ne m'étais pas appropriée, qui me semblait avoir un mode de vie que je ne reconnaissais pas, on va dire les choses comme ça. On allait au restaurant, il fallait montrer patte blanche, les portes étaient fermées, voilà, c'était très compliqué. Donc, c'était une société dans laquelle je ne me reconnaissais plus, même si j'y ai et j'y avais toujours des amis très chers qui y vivent encore. Mais le reste de la société et la ville avait complètement changé. Il y avait des traits mis partout, une circulation. Je me suis dit, mais attends, je suis à Manille, là, c'est pas possible, je suis pas à Alger. Donc, ni la configuration de cette ville, ni la population de cette ville m'était familière. Donc, je ne voyais pas l'intérêt, et je ne vois toujours pas l'intérêt d'y retourner. Quand je veux voir mes amis, ils viennent me voir. Je les reçois en France ou en Espagne avec plaisir. Et donc, je ne sais pas, il faudrait un autre événement exceptionnel pour que j'y retourne. Mais là, pour l'instant, le retour en 2008 a été effectivement, on va dire, pas un enterrement, mais bon, une confirmation de la rupture que j'avais connue
en 76 et qui avait été douloureusement entériné dans les années noires, avec la perte de mes amis. C'est peut-être à ce moment-là qu'est devenu évident l'importance d'écrire votre histoire. Je rappelle les deux livres qui sont les deux premiers volets de cette saga qui sont parus tous les deux aux éditions Chèvrefeuille. On dira un mot tout à l'heure, si vous voulez, sur ces éditions particulières. C'est à ce moment-là que l'évidence de témoigner. L'évidence n'est pas venue de ma conscience de rupture avec Alger. L'évidence d'écriture, c'est vrai qu'elle est venue après mon retour d'Alger en 2008, mais elle est venue parce que j'étais très sensibilisée au problème de l'immigration en France, qui nous bassinait les oreilles du matin au soir avec cette immigration, les machins, l'intégration, tout ça. Et donc, ça m'a forcé à m'interroger sur ma propre intégration et sur ma propre immigration, on va dire, d'Espagnols à Alger. Après, j'ai été immigrée vers la France. Mais ça a été l'intérêt, on va dire, sociologique porté au problème de l'immigration, moi en tant qu'Espagnol à Alger et ensuite en tant que toujours espagnol en France, qui m'a incité en premier abord à l'écriture de ce livre. Ensuite, ça a été effectivement une transmission mémorielle pour mes enfants qui ne connaissaient absolument pas ma vie et qui passaient leur temps à demander à mes copines, alors maman, on est à Alger, bon, parce que j'ai mes amis, je suis comme Balladur, j'ai des amis de plus de 30 ans, moi j'ai des amis de 60 ans. Donc, les amis, écoute, raconte ta vie à tes enfants, mais on ne parle pas avec ses enfants de sa vie. Donc, j'ai dit, bon, je vais essayer de leur transmettre quand même quelque chose qui raconte l'histoire de leur mère et de leur famille. Parce que moi, j'ai découvert que je ne connaissais pas ma famille, je l'ai découvert au moment où j'ai commencé à écrire. J'ai dit autant que mes enfants et un acte écrit qui leur rappellera ce qu'était la vie de leur famille, de los antepasados, comme on dit en espagnol, de leurs ancêtres. Et donc, ça a été aussi la deuxième motivation. La première, c'était pour le phénomène migratoire et ensuite pour mes propres enfants, leur transmettre cette histoire. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a un plaisir de l'écriture et de retrouver un peu soi-même ses propres racines, parce que la vie nous dévore et on oublie un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a été, ce qu'on a voulu, ce qu'on a aimé. Les cendres du temps nous enterrent, quoi. Et donc, c'est vrai, on meurt, on devient cendre, mais on a été déjà enterré par ces cendres toute une partie de notre vie. Donc, sortir de là et respirer un peu un autre air que cela. Voilà, ça a été aussi une partie de mon choix d'écriture. Pour notre grand bonheur, je rappelle, paru aux éditions Chèvrefeuille étoilée, voilà. La petite fille sous le platane et le deuxième volet de cette saga. J'ai cru comprendre qu'il y avait un troisième volet et le dernier de cette saga qui est en préparation. Donc le deuxième volet, La douceur de l'anisette. Je ne reproduirai pas le lapsus révélateur. Comment s'est fait la rencontre avec cet éditeur? Oh, la rencontre avec cet éditeur, c'était une rencontre tout à fait logique parce que l'une des éditrices, la présidente de Chèvrefeuille étoilée, Beaja Travarsac, née Beaja Ben Salem, et était une amie que je connaissais depuis Alger, depuis 62. Hein. Donc, Samia, comme vous pouvez le constater, mes amitiés durent longtemps. Donc, j'ai retrouvé, quand j'ai voulu écrire, Benjamin m'a proposé, m'a dit, bon, écoute, donne-nous ton manuscrit et puis on va voir. C'est parti de là. Mon manuscrit, effectivement, à l'origine, il y avait, le premier livre était en 2 volumes. Les éditions ont considéré qu'il fallait en faire un seul, donc on en a fait un seul. Donc, c'est pour ça que ce premier volume est un peu en 2 parties de tonalités très différentes, parce qu'on a voulu en faire un seul volume. Mais les éditions ont voulu le publier et après, évidemment, publier la suite.
qui s'est présenté. Mais être amie ne veut pas dire être complaisante. Donc, ce n'était pas du tout certain que le livre serait accepté dans cette maison d'édition, qui est une maison d'édition de femmes des deux côtés, comme on dit, des deux rives de la Méditerranée. Donc, qui travaille beaucoup sur l'Algérie, qui travaille aussi sur la France. Et moi, je suis une Espagnole qui se glisse voilà, sur ces deux rives. C'est le troisième, quoi. Donc, on fait un peu une petite... je ne vais pas dire un appendice, mais bon, c'est vrai que l'Espagne fait aussi partie de ces deux rives dans leur histoire. Merci vraiment, Rosa. Je voulais, par votre témoignage, compléter cette histoire, cette approche personnelle déjà que je fais de cette histoire franco-algérienne que je découvre au travers de toutes les lectures, dont les vôtres, et pour lesquelles je vous remercie. Je dis, on a tous un peu d'Algérie en nous. Beaucoup. Vous plus que moi d'ailleurs. Non, différemment, j'allais dire. Différemment, oui. Oui, et merci parce que je ne suis pas peu fière d'entamer un cycle. Je continue sur le cycle des auteurs, des écrivains qui ont beaucoup parlé, évoqué l'Algérie, de manière romancée ou sous forme d'autobiographie comme vous l'avez fait. Et je ne suis pas mécontente qu'en plus ce soit des femmes dans les prochaines semaines qui viennent parler de leur Algérie. Alors, différentes générations, puisqu'on a tous, qu'on ait 90 ou 30 ans, cette part d'Algérie dont on peut témoigner à des degrés différents. Mais j'ai vraiment apprécié cet échange. Et puis, que dire d'autre? Hasta luego. Hasta luego. Merci beaucoup, Samia, et bonne recherche et bonne pioche dans vos interviews. Et vous reconstituez, c'est vrai, hein, une part de vie de l'Algérie. C'est très important que cette mémoire ne se perde pas, que l'histoire ne soit pas défigurée et que les souvenirs puissent rester vivants. C'est très important. J'ai forcément une pensée pour ceux qui nous ont précédés, vos parents. Et puis je ne voudrais pas conclure cette interview sans remercier l'interlocuteur privilégié qu'on a l'une et l'autre, qui est Pierre Testu, qui nous a mis en contact. Alors, on aurait peut-être été mis en contact à un moment ou à un autre, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître à Pierre ce mérite d'être un véritable médiateur et de nous avoir permis, en tout cas, voilà, cette jolie rencontre. Voilà, et un grand amoureux de l'Algérie aussi. Ah bon? Je vous taquine. Nous sommes tous très étonnés par ça. Et combien compréhensif. Merci beaucoup, Rosa, en tout cas.